Et bonjour tout le monde. Bonjour. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de Wex Academy. Un webinaire donc aujourd'hui sur les landing pages et sur la conversion. La Wex Academy, c'est un organisme de formation que nous avons créé avec Olivier, ici présent. Olivier Sauvage, donc, qui est responsable pédagogique de Wex Academy. Et aujourd'hui, nous invitons Gabriel Gasto, qui est donc intervenant pour Wex Academy. Bonjour à tous. Et également, Gabriel, il est également fondateur de Via Retina, et c'est sous cette casquette qu'il vient vous partager ici un petit peu de son expertise, notamment pour booster les conversions de vos landing pages. Donc, je vais te laisser la parole. J'ai un peu perdu mon contrôleur mais je vais m'en sortir. Hop. Voilà. Alors, durant ce webinaire, vous allez pouvoir, il va nous présenter la méthode qui a été développée par Via Retina. Et puis, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. On va toutes les enregistrer et on prendra un temps à l'issue de sa présentation pour pouvoir répondre à un maximum de vos questions, parce que on essaiera de faire le maximum parce que vous êtes assez nombreux aujourd'hui et on va essayer nous aussi de garder l'heure qu'on a convenue pour ce webinaire. Je vais te passer la main, Gabriel. Avec plaisir. Allez, c'est parti, on lance. Bien à nouveau, bonjour à tous et ravi d'être parmi vous. Merci Mathieu. Donc aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet donc lié au landing page et pour me présenter brièvement. Donc moi, je suis Gabriel Gasto, comme a pu le faire Mathieu. Donc je suis à la fois formateur à la Wex Academy et également le fondateur de Via Retina, qui est une société que j'ai créée il y a à peu près un peu moins de 4 ans maintenant, dont le métier est assez simple. C'est d'aider les équipes marketing, digital, UX à comprendre et agir sur l'expérience utilisateur pour favoriser les conversions. Donc, il y a vraiment un parti pris très clair sur la finalité qui est généralement quand même visée sur la notion de conversion, quel que soit son type. Ça peut être bien sûr valider un formulaire, ça peut être cliquer sur un call to action, donc un bouton d'appel à l'action. Donc, toutes ces possibilités. En termes de clients, je travaille avec tout type de secteur d'activité parce que la principale problématique que j'adresse, c'est clairement l'attention. L'attention qui est très limitée justement des internautes. Et donc, ça va aussi bien du domaine bancaire aux marques automobiles, Mercedes-Benz, Orange, Bouygues Télécom, Decathlon, mais également plus petites marques. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est très large dans le sens où tous les acteurs aujourd'hui, tous les communicants finalement ont cette problématique. Et je vous propose d'aller tout de suite dans le vif du sujet, en nous focalisant sur la question de l'attention, parce que c'est finalement le cœur en fait du sujet sur la partie des interfaces digitales. Et je vous partage une statistique qui est très intéressante d'une chercheuse américaine qui s'appelle Gloria Mark, qui a étudié en fait depuis 2004 l'attention justement des internautes dans un contexte digital. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a utilisé donc la même manière d'analyser le temps justement passé par les individus sur les différentes tâches via le digital. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y avait à peu près 150 secondes par écran en 2004. C'est descendu en 2012 aux alentours de 75. Et désormais, en 2023, on était donc à 47 secondes. Donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que, alors, un écran, pour le contexte, un écran, c'est le fait de consulter ses emails, de parcourir un site web, de regarder une vidéo, de lire un article. Donc, c'est assez large. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir cette diminution qui s'est accentuée ces dernières années. Et on parle quand même d'une diminution, une chute du temps d'attention de 70% sur les 20 dernières années. Donc, c'est quand même assez édifiant, dans le sens où l'attention, c'est vraiment une denrée rare. C'est quelque chose de très précieux qui est de plus en plus difficile d'obtenir. Donc déjà qu'il est difficile d'obtenir du trafic, en plus, il faut capter cette attention de façon la plus efficace possible. Et donc ça, c'est principalement dû à pas mal de faits, mais on est plus surexposé à la publicité. On est passé dans les années 80, c'était 300 messages publicitaires auxquels on était soumis. Maintenant, on a plus de 1200. Il y a un changement dans les canaux de communication, dans nos modes d'usage. Enfin voilà, vous êtes tous
au fait forcément de cette situation, parce que vous êtes aussi, en tant qu'internaute, finalement, acteur et dans ce contexte. Et donc, dans ce constat-là, en fait, les entreprises, elles doivent surtout s'adapter en termes de contenus digitaux sur 2 points. D'abord, le premier point, c'est une question de rapidité. Ça, c'est un point qui est vraiment déterminant. Il y a notamment Google qui a fait une étude sur justement le niveau de patience finalement des utilisateurs. Et aujourd'hui, donc quand Google a fait cette étude, il y avait 53% des visites qui sont abandonnées si un site mobile prend plus de 3 secondes à charger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 3 secondes, c'est juste 1, 2, 3. Ça paraît hyper court et en même temps, c'est déjà très long. Et aujourd'hui, on est tellement dans l'impatience, dans l'immédiateté, qu'on n'est même plus prêt à attendre justement ce temps-là. Donc, on perd une personne sur 2 quasiment si on dépasse les 3 secondes sur un mobile. Croyez-moi, ça peut arriver souvent parce que même si on a des forfaits 4G, 5G, pour peu qu'on soit dans une cage d'ascenseur, un peu plus loin par rapport aux antennes relais, on a vite des difficultés. Et l'autre problématique, donc au-delà de la rapidité, c'est également la question de l'efficacité. Et c'est là tout l'enjeu aussi de notre discussion d'aujourd'hui. Il y a à peu près une personne sur 2, donc selon Content Square, donc c'est le fameux taux de rebond pour vous concrètement sur vos landing pages. Il y a à peu près 50%, donc 49% des visites qui sont abandonnées dès la première page. C'est-à-dire que la personne arrive sur votre site, elle finit par le quitter sans avoir fait la moindre action, le moindre clic, la moindre navigation au niveau du menu. Et ça, c'est vraiment une problématique. Et j'insiste sur ce point-là parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est qu'on passe notre temps dans les Web Analytics, dans Google Analytics ou autres, à analyser les performances, le temps de visite, etc. Il faut bien garder à l'esprit que dès lors que vous avez 50%, donc la moitié de vos utilisateurs qui quittent immédiatement, sur ces 50% d'utilisateurs, vous avez absolument zéro data, si ce n'est le fait de savoir qu'ils sont connectés à votre site, mais vous ne savez pas du tout combien de temps ils sont restés. J'insiste sur ce point parce que les temps de visite que vous voyez à travers Google Analytics notamment sont basés uniquement sur les sessions, donc les utilisateurs qui ont fait des actions. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, vous avez à peu près 50% finalement de visibilité sur votre audience et les 50% qui quittent, vous n'avez finalement que très peu de compréhension. Et dans ce contexte-là, on ne fait pas 2 fois une bonne première impression. Et cette première impression, elle est extrêmement importante. On a beaucoup de difficultés à acquérir du trafic. En général, c'est particulièrement coûteux. Les coûts d'acquisition, on ne fait qu'évoluer positivement. Pour vous, pour votre budget, c'est plutôt négatif, mais ça a augmenté clairement. Et sur ce point-là, la première impression, il y a les sciences cognitives, justement. Donc, les sciences cognitives, c'est un petit peu finalement lié certains vont parler de neurosciences, c'est une part de psychologie finalement. Mais ce qui va être très intéressant, c'est d'avoir ces statistiques-là. C'est d'abord notre cerveau, il est capable de se former une première impression en l'espace de 50 millisecondes. Donc là, je ne peux même pas vous faire l'exercice, c'est 1/20 de seconde. Donc, 1/20 de seconde, c'est extrêmement court. Ça prouve à quel point notre cerveau est capable d'interpréter finalement son environnement d'une façon qui est complètement incroyable. Et quand on se pose justement sur cette question de la première impression, on y revient très rapidement à la question de qu'est-ce qui va influencer finalement cette première impression. Il y a d'autres études qui ont été réalisées et qui viennent éclairer sur le fait que, en ce laps de temps extrêmement court, ce qui est avant tout déterminant, c'est la question du design. À 94%, les internautes basent leur première impression sur le design. Donc, quand je parle de design, c'est l'aspect esthétique, graphique, visuel. Le copywriting, tout ce qui va être bien sûr narratif aura un impact très important, mais il intervient un petit peu déjà après cette première impression. C'est important de bien décomposer quand même l'étape étape par étape. Donc ces statistiques-là, en fait, elles nous amènent à nous poser une question qui est assez simple. C'est comment est-ce qu'on peut générer une bonne première impression sur ces landing pages? Point déterminant pour pouvoir justement réduire ce fameux taux de rebond et essayer d'avoir le plus de cartes, entre guillemets, dans sa main pour pouvoir faciliter une compréhension rapide et bien sûr la finalité des conversions. Donc, comment est-ce qu'on peut générer une bonne première impression? Sur ce point-là, en fait, il y a déjà des études qui ont été menées, et notamment de Google, qui avaient évalué à 90% le fait que la première impression se base sur la notion de clarté visuelle. Là, je vais un petit peu expliquer ce concept, mais c'est un point qui est très, très, très important. Alors, je vous montre une page d'Apple. Pourquoi? Parce qu'ils brillent sur ce point-là. Et en effet, c'est un de leurs atouts. En fait, la clarté visuelle, c'est avant tout en fait, la question d'un design qui va être relativement épuré, allégé et très aéré.
Donc, on va parler d'espace blanc dans le monde du design où finalement, il y a des dégagements importants. Pourquoi? En fait, c'est parce que ça va plaire à notre cerveau où il va falloir relativement peu d'efforts pour comprendre en fait le contenu. Où est-ce que je dois regarder? Quelle est l'information que je dois comprendre? Et vers où je dois me diriger. Si on arrive sur une page qui est aussi allégée, mais en fait, le peu d'informations va extrêmement bien passer. Et ça, notre cerveau, il en demande. Pourquoi? En fait, parce il cherche toujours à fuir finalement ce qu'on appelle la surcharge cognitive. La surcharge cognitive, c'est le fait d'envoyer trop d'informations à notre cerveau. Et en fait, ça va plutôt nous repousser. Et pour prendre ce point-là, donc là, c'est en effet le cas d'Apple est un cas d'école qui est facile, vous pourrez me dire. Mais on peut prendre un exemple que j'utilise d'abord en contre-exemple, qu'on connaît bien sur le marché français. Alors, si vous êtes comme moi, on va dire qu'en 2014, si vous avez connu en tout cas Cdiscount en 2014, c'était ça, sur la gauche. Donc, c'était Cdiscount en 2014, c'était la foire aux bonnes affaires. Donc, il y avait ce positionnement qui pouvait expliquer bien sûr cette abondance d'offres. On parle de centaines de milliers d'offres aujourd'hui, de produits. Et donc, c'était ça, en fait, donc, il y avait un niveau de clarté qui était très faible. Donc là, c'est des algorithmes qui permettent de calculer ça, que j'utilise via Retina. Et donc là, on avait un score de 36 sur 100 sur cette page-là en 2014. C'était un autre monde, on est d'accord. Mais en tout cas, en 2014, on peut voir qu'il y a tellement d'informations, finalement, que le cerveau, il est surchargé. Et ça, aujourd'hui, ça a un effet répulsif. Et ce qui est très intéressant de voir pour avoir travaillé à l'époque avec Cdiscount, c'est qu'il se base essentiellement sur les données pour prendre des décisions chez Cdiscount. Depuis, Cdiscount a clairement augmenté le volume d'offres. On est même sur une place de marché et donc voilà, sur plein de dimensions différentes. Et en 2024, quand on refait la même analyse avec leur dernière refonte graphique, on est sur un score de 82 sur 100. Donc, vous voyez même qu'un cas extrême comme Cdiscount, qui avec pléthore d'offres, il est capable en fait de faire un bond dans ce sens. Et c'est clairement pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux communiquer peu mais efficacement plutôt que de surcharger l'individu et le repousser finalement. Au-delà en fait de cette première impression sur l'aspect un peu plus visuel qui peut se quantifier et donc on va jouer sur des espaces blancs, le fait d'aérer le contenu, de rendre le plus digeste l'information. Il y a d'autres aspects qui, quand on se penche justement sur le fonctionnement du cerveau humain, permettent de comprendre comment est-ce qu'on peut favoriser une bonne première impression, une bonne découverte des contenus. C'est notamment la notion de balance. D'un point de vue visuel, quand on parle de balance, c'est plus ou moins l'équilibre du design au sein même de la page. En fait, notre cerveau, il est en recherche constante d'harmonie. Et cette notion de balance, en fait, si vous avez un design qui va être, par exemple, vous arrivez sur une page, tout est resserré sur la droite et tout est complètement vide sur la gauche, ça va créer une friction dans le cerveau des gens. Et automatiquement, les personnes vont juger votre design peu esthétique. Ça, c'est une sorte de mécanisme en fait naturel où en fait, là, une disposition spatiale qui est équilibrée, donc par rapport au haut, au bas, à la gauche, la droite, va permettre à notre cerveau d'identifier une certaine balance et donc une harmonie, ce qui va influencer positivement l'aspect esthétique. Et encore une fois, l'enjeu, il est très important de générer une bonne première impression. Et donc ça aussi, ça se calcule aussi avec des algorithmes par ailleurs. Donc là, on a un bon exemple de Stello, d'ailleurs, un assureur plutôt B2B de mémoire. Oui, en effet. Et donc qui présente très très bien justement ce concept de balance ici sur cet exemple. D'autres aspects aussi, ça va être aussi la notion de texte. Donc une fois qu'on a cette première impression qui a été générée, on a mis un petit peu toutes les cartes de notre côté, ça va être aussi comment est-ce qu'on facilite une bonne découverte, une bonne lecture des textes, mais surtout une bonne interprétation. Et c'est là où il y a un chercheur américain qui a créé une méthode qui s'appelle le Flash Reading Ease Score, une sorte le score de facilité de lecture, qui va calculer finalement le nombre de mots par phrase, le nombre de syllabes par mot, pour en tirer un certain niveau de charge cognitive, un certain niveau d'éducation aussi potentiellement derrière ce score-là. Et ça, c'est un point déterminant, parce que si vous arrivez sur une page, tout de suite, vous commencez par une phrase qui fait 40, 50 mots. En fait, vous pouvez être certain que la personne va commencer à lire, elle va décrocher et ce sera raté. Elle va être dissuadée finalement de poursuivre parce que ça va être trop lourd, peu digeste. Et même quand on travaille avec des marques qui vont avoir, entre guillemets, des cibles, comme on pourrait dire un peu CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure ou autre,
C'est très important de garder ça à l'esprit, parce que même si, pour avoir travaillé avec Mercedes-Benz, même si en effet on s'adresse à des personnes qui ont la capacité de lire des longues phrases, etc., oui, techniquement, les personnes sont capables, bien sûr, d'interpréter ces longs textes, mais encore une fois, est-ce qu'ils auront l'envie de passer toute leur matinée sur le site pour découvrir un peu plus sur le modèle? Non, il faut être très incisif, et particulièrement sur les premiers textes, les titres, les débuts de phrases, les accroches. Ça, c'est un point qui est déterminant. Donc, court, clair et précis, avec très peu de jargon pour fluidifier finalement le message. Mais là aussi, il y a un point de mesure qui peut être fait, et il y a des méthodes de recherche qui existent pour pouvoir justement fluidifier ce point-là. Le score de flèche, il y en a certains qui l'ont peut-être déjà découvert dans le cadre du SEO. Il est parfois mentionné, mais les vertus du score flèche vont bien au-delà du SEO. Elles vont clairement sur l'expérience utilisateur et la découverte, l'interprétation des contenus. Tout l'enjeu, quand on arrive sur une page, et là je prends un exemple d'une page de Bourse-Banque, c'est de pouvoir focaliser l'attention sur ce qui compte. Et ça, c'est un point qui est vraiment déterminant. Et comment est-ce qu'on va faire? Alors déjà, il y a les designers qui sont généralement nos meilleurs alliés pour ce sujet-là, mais on peut aller beaucoup plus loin et s'assurer avec de la donnée, et notamment de l'intelligence artificielle, de pouvoir justement mesurer tout ça. Et c'est là où on en vient en fait à la notion d'IA, d'intelligence artificielle, où là, vous voyez ici une carte de chaleur, donc une heatmap, une carte de chaleur qui va être liée à l'attention visuelle. Ça, c'est vraiment un point qui est déterminant. On est vraiment sur la dimension du regard et on n'est pas sur une carte de chaleur liée au clic. Une carte de chaleur, il est très probable que vous ayez déjà vu ce genre de représentation visuelle, mais dans la majorité des cas, vous allez, donc on va parler des Hotjar, de ces différents outils, c'est en général basé plus sur le comportement de la souris, donc les mouvements de la souris, et également les clics, surtout les clics. Sauf qu'il y a un point qui est très important, c'est que ce n'est pas parce que c'est une zone qui n'est pas cliquable qu'elle n'est pas observée. Et ce qui est très important quand on cherche à adresser justement les 50% minimum de personnes qui vont quitter la page, je dis 50%, mais vous regardez votre taux de rebond, ça peut être 70% malheureusement, c'est assez fréquent aussi. Sur toutes ces personnes-là, il n'y a aucune action, aucun clic, donc vous n'aurez aucune donnée, quel que soit l'outil. Et tout l'enjeu en fait de cette technologie-là, c'est de couvrir 100% des utilisateurs qui vont arriver sur le site, qui auront fini de le charger, et de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils vont voir. Est-ce que j'ai été en mesure, en un laps de temps assez court, de communiquer l'ensemble des informations les plus importantes, d'orienter le regard sur ce qui compte, et d'éviter aussi de détourner l'attention sur des choses qui sont complètement décoratives ou secondaires. C'est là, en fait, tout le travail lié à l'attention qui permet de savoir. Donc là, la carte de chaleur, on voit les points chauds, les points froids. Donc le rouge, ça va permettre de savoir où l'attention va se porter et se focaliser. Et les points verts, donc il y a également fixation visuelle, mais avec un temps un petit peu plus limité. Quand il n'y a pas de couleur, c'est que la zone n'est pas observée, du moins dès les premières secondes. Pour expliquer un peu cette technologie, parce que c'est quand même une technologie assez avancée, donc on parle d'une intelligence artificielle qui va en fait se baser sur des résultats en fait à grande échelle. Au niveau de, en fait, il y a eu des milliers de vrais tests d'eye tracking. Alors, juste pour remettre le contexte, l'eye tracking, c'est le fait d'analyser les mouvements du regard face à des stimuli. Donc, ça peut être un site web ou différents aspects. En laboratoire, il y a eu des milliers de tests d'eye tracking qui ont été réalisés, notamment sur des sites web. Sur la base de ces milliers de tests d'eye tracking, finalement, l'IA, on va dire, tout le mécanisme d'apprentissage automatique a été en mesure de comprendre finalement qu'est-ce qui va orienter, donc on parle de patterns, d'éléments de similarité dans les comportements du regard. Et très rapidement, finalement, l'IA a été en mesure d'identifier qu'est-ce qui oriente, qu'est-ce qui drive, entre guillemets, qu'est-ce qui va amener le regard, qu'est-ce qui détourne le regard. Et grâce à cette compréhension finalement du regard humain, est capable de simuler un nouveau test sur n'importe quel nouveau design. Et donc, ça s'applique, on peut le faire sur une maquette, on peut le faire sur un site existant. Et ça, c'est une technologie qui est vraiment très efficace. Je précise, ça ne vaut pas un vrai test d'eye tracking, mais pour le contexte, un vrai test d'eye tracking, en général, ça prend 2 à 3 semaines. Il faut trouver un neuroscientist et ça coûte dans les 20 à 30 000 euros. Contexte mis, on est dans le digital, il faut aller un peu plus vite. Et sur ce contexte-là, donc en fait, là, l'idée, c'est de pouvoir justement projeter, et en termes de fiabilité, il y a le MIT, sur les différents outils qui peuvent être, les niveaux varient, mais on est aux alentours des 92% de fiabilité évaluée par le MIT. Donc il y a 92% de fiabilité par rapport à un vrai test d'eye tracking. Vous voyez qu'on est déjà sur un très haut niveau d'efficacité.
Un point quand même à préciser, ça c'est un point qui est quand même très, très important et c'est là où la complémentarité avec d'autres méthodes du X est nécessaire, c'est qu'avant tout, cette compréhension-là, elle se base sur la vision qu'on appelle la vision réflexe. C'est quand on arrive sur un site, en général, c'est quasiment plus le site qui vous parle, plus que vous ne contrôlez le regard. En fait, dès les premières secondes, c'est les éléments, on va parler de salience, de contraste, je vais revenir sur ce point-là, les formes, différents aspects qui vont orienter votre regard. Un peu plus tard, lorsqu'on est dans le cadre d'une visite d'un site, le cerveau commence à prendre le relais et va influencer le regard. Si vous arrivez sur la page d'Amazon, vous avez une intention de recherche, vous allez d'abord découvrir le design, c'est les promos qui vont ressortir, qui vont être observés, mais très rapidement, votre cerveau va prendre le lead. Vous savez que la barre de recherche est en haut, donc vous allez forcer le regard en haut, et là, être un peu plus acteur de votre regard. Mais ce qui est certain, c'est que cette vision réflexe aura couvert 100% des gens. Donc ça, c'est voilà, tout l'enjeu, il est de faciliter le scan et la hiérarchie visuelle. Qu'est-ce qui va justement en fait attirer l'attention? C'est une science, hein, c'est pas uniquement du feeling. En fait, ça va être tous les éléments et tous les codes que connaissent en général, bien sûr, les designers au niveau graphique, donc les couleurs, les contrastes, la notion de hiérarchie, les répétitions, les espaces blancs, ça c'est les dégagements ont un sens et ont une force importante, la notion de balance, etc. Et également les mouvements qui sont très importants. Tout ça, c'est on va dire les bases du monde du design, mais en fait, il y a aussi d'autres aspects qui sont plus liés aux neurosciences, à la partie sciences cognitives, où on va plutôt avoir donc les notions de direction, les notions de regard également. Ça, c'est un point qui est très déterminant parce que depuis qu'on est tout petit, finalement, on nous apprend à suivre les flèches. Et ça influence énormément notre comportement. Si vous arrivez sur une page et il y a une flèche en énorme qui dirige vers une zone en particulier, vous pouvez être quasiment sûr que le regard va observer la flèche et suivre le mouvement de la flèche jusqu'au point pointé. Également, les yeux. Et ça, on a tendance à ne pas en avoir trop conscience quand on utilise des visuels humains. Donc, c'est très bien d'utiliser des visuels humains, mais il faut avoir conscience de tous ces aspects-là et c'est tous les sujets qui sont liés aux neurosciences. Je vous partage un exemple. Là, c'était pas du digital, mais c'est du 4x3. Donc, c'est une grande affiche publicitaire de Pampers qui avait fait une étude. Donc, à gauche, en fait, vous voyez, donc ils ont mis un joli bébé qui était là pour vous mettre en avant justement les couches Pampers avec un message principal et puis un petit peu de texte. Et en fait, quand ils ont fait la première version, il y avait le bébé, donc tout mignon, qui regarde finalement le public, entre guillemets. Et là, en fait, on s'aperçoit que automatiquement, et ça, vous pouvez le savoir si vous mettez un visage humain, c'est la première chose qui sera vue. On est tous configurés de la sorte. Vous rentrez dans une pièce, elle fait 600 mètres carrés, il y a une personne, vous allez tout de suite voir la personne. On est tous configurés comme ça. Il faut le savoir. Donc, dès lors qu'il y a un visage humain, le regard ira sur le visage. Donc, encore faut-il qu'il soit, voilà, qui puisse appuyer potentiellement aussi votre message ou au moins les émotions que vous souhaitez dégager. Sur cette partie-là, quand on voit le bébé, donc, en fait, on se focalise sur le bébé, on le trouve tout mignon, génial, mais derrière, on a du mal finalement à s'orienter vers la proposition de valeur, vers le texte qui est à droite. Quand on est sur la version, ils ont fait donc un autre test avec le bébé, qui est toujours aussi mignon, mais qui regarde. Donc, on voit le visage donc, du bébé, et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde de façon assez claire le message, il s'oriente vers la proposition de valeur. Et là, en fait, ce qu'on remarque, c'est que automatiquement, on voit d'abord le bébé, le visage du bébé, on voit un regard qui est pointé dans une direction précise, on suit ce regard. Il y a une sorte de mimétisme, en fait, automatique, qui va permettre d'orienter finalement le discours. Tout ça pour dire qu'on n'est pas non plus dans l'optique où faire du télé-shopping, du genre cliquez ici, non. Il ne faut pas être dans l'excès, ça peut être plutôt même mal perçu, mais il faut bien avoir conscience de ce point-là. Si vous avez votre accroche en énorme ou votre titre d'un côté et vous avez un utilisateur qui va regarder de l'autre côté, dites-vous bien que vous êtes en train de détourner l'attention de votre proposition de valeur plutôt que l'inverse. Donc là, petite astuce, vous faites juste un petit miroir et puis vous allez voir que d'un coup, ça va être beaucoup plus naturel pour les personnes de découvrir la proposition de valeur. Donc ça, c'est un exemple juste pour vous faire comprendre que voilà, c'est le fonctionnement du cerveau humain. Quand on comprend, on peut, entre guillemets, accompagner son design pour essayer, ou du moins surtout éviter d'aller dans des travers qui pourraient être préjudiciables pour faire comprendre rapidement votre offre. Et ça, c'est un point qui est déterminant. Pour avancer un petit peu plus, en fait, tout l'enjeu, quand on parle justement de conception de landing page, c'est qu'il faut guider le plus possible ces décisions sur la science.
Et sur ce point-là, en fait, on est bien souvent dans des situations où il y a des j'aime pas. Ça, c'est vraiment une problématique. Et donc, on est sur du ressenti. David de la Créa pense que, bon, bah, voilà, c'est du ressenti et ça manque de données. Pour aborder ce sujet-là, c'est là où j'ai créé en fait une méthode avec Via Retina que je partage essentiellement donc, pendant cette formation-là, c'est de décortiquer finalement ce qui se passe. Entre le moment où il y a une personne qui arrive sur votre landing page et le fait qu'elle clique ou pas, il y a 3 étapes. Load, scan, act. Load, c'est toute la phase de chargement, les premiers signaux visuels qui vont rassurer sur le fait que la page est bien en train de charger. Scan, la formation de la première impression. La découverte et la scannabilité du contenu. Et act, la capacité à identifier rapidement un call to action, donc un bouton d'appel à l'action, et de pouvoir interagir en termes d'ergonomie, etc. Donc l'idée, en fait, c'est de décortiquer, en fait, de façon beaucoup plus précise que ce que n'apportent les Web Analytics aujourd'hui pour pouvoir justement rendre plus efficace. Ce qui permet, en fait, voilà, donc sur la méthode que j'ai créée, il y a à peu près 29 métriques, mais l'idée, c'est justement d'aborder tous ces points-là. Et derrière, en fait, cette notion un peu créative qui est subjective, l'idée, c'est d'apporter justement une couche de pragmatisme avec des données pour pouvoir justement optimiser. Donc là, l'exemple de Boursorama, je le partage avec plaisir parce qu'il est en plus il est très favorable. C'est une excellente page. Ce n'est pas qu'un ressenti basé sur les données qui viennent à l'alimenter parce qu'il y a un très bon temps de chargement, il y a une excellente découverte du contenu et l'attention se porte là où il faut jusqu'à la finalité requise. Et donc, juste avant de finir, donc ça, c'est un exemple de données. Avec Via Retina, on a aussi créé un benchmark donc de 200 landing pages déjà. Donc, en fait, l'objectif à travers la formation, c'est justement de s'appuyer sur ce benchmark. D'ailleurs, la meilleure landing page aujourd'hui, c'est SEMrush, qui est à l'origine de cette page aujourd'hui, sur les 200 qui ont été étudiés. Et l'idée, c'est de partager avec vous justement tous ces insights, d'avoir des nouveaux réflexes sur des dimensions qui sont nouvelles avec de l'IA, de l'UX, et de pouvoir justement aborder tout ça en s'appuyant sur des exemples très concrets et réels de grandes marques comme Just Eat, Birchbox, quel que soit le secteur d'activité. Et je vais laisser la main, bien sûr, aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on en a déjà une. C'est l'outil que tu as utilisé. Je pense que c'était l'allusion au eye tracking. Une question d'Amandine C. Alors, quelle est cette question? Donc, elle demandait, en effet, lorsque tu avais une page où tu parlais de l'eye tracking prédictif qui était justement plus rapide à mettre en œuvre que des vraies opérations d'eye tracking, quels outils étaient utilisés à ce moment-là? D'accord. Au niveau des outils, en fait, c'est des outils en général comme Aquant qui sont utilisés. Neurons aussi, qui est une marque, qui est une société, du coup, celle-ci est dans l'Europe du Nord, je crois. Donc, en tout cas, il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. Quand on parle de cette technologie-là, ce qui est surtout intéressant, c'est justement d'aborder cette nouvelle dimension. Il faut toutefois être quand même assez prudent dans l'utilisation de ce genre d'outils, dans le sens où il faut vraiment se mettre à la place de l'utilisateur. Et par exemple, si on fait l'eye tracking sur l'ensemble de la page, ça n'a pas de pertinence. Il faut vraiment se focaliser sur qu'est-ce que voit l'utilisateur. Par exemple, donc qu'est-ce qu'on a au-dessus de la ligne de flottaison, comme on dit. Donc avant de scroller, qu'est-ce qu'on voit sur le mobile, même chose. Donc il y a quelques petites. Là, il y a un petit bip. C'est moi, désolé. C'est pas de mal. Et donc voilà. En tout cas, donc il y a plusieurs outils qui permettent de le faire, justement d'avoir ces résultats d'eye tracking. Après, tout l'enjeu, ça va être aussi de bien comprendre, d'avoir les bons réflexes pour driver l'attention. Parce qu'on ne peut pas faire en sorte que l'attention aille partout. Ce n'est pas l'objectif. On a une attention qui est limitée. Tout l'enjeu, il est de faire en sorte de focaliser l'attention sur ce qui compte et de prioriser les éléments pour qu'il y ait justement une découverte hiérarchisée. D'abord, on comprend la proposition de valeur avant l'appel à l'action. Avoir un bouton d'appel à l'action tout de suite visible quand on arrive sur la page, cliquez ici, c'est bien, on a vu l'appel à l'action. Mais on va avoir un problème parce que la personne qui va arriver sur la page et qui va voir le bouton va être incitée à cliquer sur quelque chose sans avoir même compris le sens. Parce qu'il faut qu'en amont, elle ait d'abord compris la proposition de valeur. Donc voilà, il y a tout un ensemble de sujets qui sont autour de cette importance de scan dans la page. Je ne sais pas si je réponds à la question. Aussi, justement, la question des outils est revenue. Donc là, on comprend bien l'intérêt
de la méthode et de bien comprendre ce qu'on reçoit comme résultat de la part de tel outil. Mais c'est vrai que voilà, la question des outils est quand même toujours assez présente, comme on s'en doutait. On Complètement. parle de Content Square aussi. Alors, Content Square revient. couvre tout l'aspect des clics. Donc, Content Square a racheté Hotjar, d'ailleurs, donc, qui est un super outil. Hein. Mais j'insiste sur ce fait que le clic est la finalité d'une interaction. Là, en fait, tout l'enjeu, il est de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe dès la découverte du contenu. Et c'est vraiment une dimension qui est nouvelle et qui n'est pas assez explorée. Et un point aussi qui est très important, et c'est d'où l'objectif de la formation, c'est vraiment aussi de faire bien comprendre les enjeux qui sont derrière, en fait, justement, cette expérience. Et en fait, voilà, les outils, c'est bien, mais derrière, encore faut-il avoir les bons réflexes. Vous voyez, la notion de regard, il y a plusieurs codes qu'il faut avoir. Et c'est en adoptant finalement un peu plus la partie compréhension du cerveau humain, d'une certaine manière, en partie, et puis sur d'autres aspects aussi. Mais en tout cas, c'est cette compréhension qui va vous permettre en interne, surtout, de faire bouger les lignes. En fait, le principal enjeu, il est clairement quand on est en réunion marketing ou autre, bon, bah voilà, la nouvelle version du design, qu'est-ce que vous en pensez? Essayer d'avoir un regard plus pragmatique et apporter des insights qui vont être vraiment basés sur de la donnée et non pas juste sur du feeling, de l'intuition. Moi, j'ai une question un peu naïve peut-être, mais je voudrais savoir, est-ce que en conversion, il y a des couleurs qui ont plus d'impact que d'autres? Alors oui, les couleurs, et c'est notamment la notion de contraste. Je casse le mythe tout de suite. Non, le rouge n'est pas la couleur parfaite. En fait, la question justement de l'eye tracking et de la perception visuelle, elle va dépendre de l'environnement. Si je suis SFR, j'ai une page qui est complètement rouge, je mets un bouton rouge, bah non, il va pas ressortir plus que ça. Je mets un bouton bleu, là, il va ressortir. Pourquoi? Parce qu'il est saillant. C'est qu'il va dénoter avec le reste du contenu, il va ressortir, il va jaillir finalement du reste. Donc en fait, il n'y a pas en effet de couleur parfaite. D'un point de vue psychologique, il est vrai que les couleurs rouges vont avoir tendance à un peu plus accentuer le côté rythme cardiaque en marge. Donc oui, ça peut jouer, mais déjà dans l'identification, en tout cas, c'est surtout la notion de contraste. Donc est-ce que le call to action ressort suffisamment? Ça, c'est déjà le premier point. Donc oui, la couleur est déterminante, mais chaque site a un design et un univers graphique différent. Et dans ce contexte-là, il aura une couleur qui sera plus ou moins conseillée, mais ce ne sera jamais la même pour tout le monde. Donc voilà, quand on parle d'attention, ça c'est un point qui est important, mais je vais vous dire, c'est relatif, mais oui, tout à fait. Ça dépend justement de l'environnement. Pour ressortir, il faut que l'environnement soutienne aussi cet élément. Et j'ai une autre question, parce que pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Si, pardon, excusez-moi, on a une autre question, on va la prendre, c'est de Giovanna. Mathieu, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. Eh ben, on va laisser. Je vais vous la poser. Hein, Giovanna, elle pose la question. Ces méthodologies de création de landing page en raccord avec la notion d'attention des internautes sont-elles universelles? Ça, c'est la première question. L'attention peut-elle varier en fonction de l'environnement culturel ou autre? Donc ça, c'est une super question aussi, je trouve, parce que Ouais. d'un pays à l'autre, on n'a pas forcément la même perception des couleurs, je veux dire d'un point de vue purement culturel. Et troisième question, vous savez, 3 questions d'un coup. Merci beaucoup, Giovanna, parce que ça rentabilise le webinaire. Comment guider l'attention dans ce cas à travers la landing page? Alors, ça fait 3 questions qui se rejoignent pas mal. En fait, c'est des questions sur la perception des pages selon Ouais, la... le côté universel, ça c'est un point qui est très important. D'abord, le côté universel. Alors oui, le fonctionnement du regard, il est universel dans le sens où c'est nous, autres êtres humains, qui avons la même façon. Donc la notion de vision réflexe qui est visée, clairement, oui, elle est généralisée. En fait, ça remonte à plein de réflexes. On identifie les risques dans notre environnement. Est-ce qu'il y a un risque dans mon environnement? Ça remonte depuis la période où on était des chasseurs-cueilleurs. Donc c'est ancré en nous. Il y a un côté, on parle du cerveau reptilien. Donc oui, c'est totalement la notion de vision réflexe. C'est un mécanisme qui est totalement universel et qui est partagé selon toutes les cultures. En effet, les cultures vont quand même influencer certains choix, comme le disait Olivier. Il y a les notions déjà, alors ça va être plutôt dans l'interprétation, mais en tout cas en termes de code couleur, les couleurs n'ont pas la même signification selon les pays. Voilà, le rouge chez nous peut être associé à l'amour, alors que dans d'autres cultures, ça peut être l'inverse. Il y a vraiment une dimension culturelle qu'il faut prendre en compte. Et un autre petit point aussi qui peut varier, c'est quand on a notamment les écritures, on commence à lire de droite à gauche.
ça peut influencer aussi le parcours, mais rarement sur la vision réflexe. C'est plutôt la vision forcée, donc on parle de bottom-up et top-to-bottom. Et en fait, sur cette seconde notion où le cerveau prend le lead, là, nous, on a la Z pattern, comme on dit des fois, le fait qu'on lise d'une certaine façon. En effet, dans le monde arabe, on va plutôt aller dans l'autre sens. Où, voilà, il y a des codes comme ça à comprendre, mais vraiment, en tout cas, cette notion de science, le fait qu'un élément ressorte visuellement par rapport à d'autres, c'est quelque chose qui est totalement universel. Et le troisième point, donc par rapport au landing page, ce qui va être très important, en fait, c'est de mêler les choses finalement subtilement, dans le sens où il faut valoriser des éléments, mais il faut surtout aussi faire passer le message en interne qu'on ne peut pas tout valoriser. C'est souvent ça la première étape. On cherche tous à prioriser 10, 15 offres, mais non. En fait, c'est un peu, je parle souvent de la gestion des priorités. C'est comme pour vous, vous arrivez le matin, vous vous dites, oh, bon, super, j'ai ma to-do list, j'ai 60 actions urgentes et importantes. Vous commencez par quoi? En fait, honnêtement, par rien. Parce que, en fait, trop de priorités tue la priorité. Il faut faire le même travail, en fait, de synthèse. Imaginez Apple. Vous imaginez bien que, oui, alors, ils ont certes un marketing énorme derrière, mais il y a d'autres exemples qui peuvent être partagés. Il y a beaucoup d'informations techniques, plein de caractéristiques à partager, mais ils vont juste aller sur l'essentiel. S'il y a une chose à retenir, une offre à voir, qu'est-ce qu'on doit voir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il faut être le plus allégé possible. Et ensuite, dans le cadre de la découverte, apporter plus d'informations. Mais déjà, c'est tout l'enjeu, c'est d'alléger, de simplifier. Ça, c'est souvent la première étape. Et de valoriser, bien sûr, l'appel à l'action. Et ce qui va être aussi important, moi j'en profite aussi, c'est de faire attention aussi aux éléments, je pense à ça, petit tips, mais attention, on a tendance à rajouter un chatbot par-ci, on va rajouter un système de sondage par-là. Et à chaque fois, on a des éléments qui viennent se plugger, on a déjà les cookies qui viennent nous demander des choses. Et en fait, tout ça, ça vient vraiment interférer avec la découverte de votre contenu. On ne vient pas sur votre site pour être juste dérangé par une pop-up ou par une action. Si vous avez par exemple un chatbot, vous pouvez très bien mettre une règle, ça ne s'active qu'au bout de 15 secondes. C'est déjà le b.a.-ba, mais l'objectif, c'est de maîtriser cette découverte et éviter tous les éléments qui vont interférer sur une compréhension quasi immédiate du message et le fait de soutenir un appel à l'action. Je ne sais pas si j'y réponds. Après, voilà, c'est justement l'enjeu en tout cas de la formation, c'est d'aller trouver justement comprendre un peu les mécanismes finalement de l'attention humaine et adresser chacun des points de façon méthodique avec des données pour avoir plus de poids aussi en interne quand on porte des modifications. Merci Gabriel. Alors il y a encore des questions. Ça c'est une question d'Alice. Sur les sites à petit trafic, y a-t-il un minimum de sessions requises pour que ce soit représentatif? Alors là, je suppose qu'on parle un peu... Là, on est plus sur la technologie, mais c'est la particularité de la technologie en tout cas. Non, il n'y a pas de minimum requis. En fait, c'est visuel. Le comportement du regard étant prévisible sur ces premières secondes, il est possible d'analyser même des maquettes avec mes clients. Ça m'arrive d'analyser des maquettes, donc avant même qu'elles soient soumises auprès d'un utilisateur ou d'un panel. Donc, la technologie permet d'analyser quel que soit le volume. En fait, il n'y a pas de code, il n'y a pas de données personnelles. Donc, c'est aussi un outil qui, pour ça, a des bonnes vertus aussi. Un conseil pour amener l'importance des neurosciences quand justement le clic et le trafic paraît comme plus important dans certaines entreprises. Question d'Amandine. C'est un très bon point. Et en fait, l'un est lié à l'autre. En fait, c'est justement derrière justement ces clics, ces différents KPI que vous avez. En fait, c'est tout l'enjeu de la compréhension et l'expertise à la fois de Wex Academy et celle que j'apporte aussi. C'est vraiment cette dimension de comprendre qu'est-ce qui amène les utilisateurs à cliquer. Comment est-ce que quand on a un objectif de dire OK, on fait plus 20% de clics. Alors oui, vous pouvez toujours aligner le budget d'acquisition sur Google Ads, ça, il n'y a pas de problème. Ça va vous coûter cher, mais c'est toujours possible. Si par contre, vous voulez essayer de comprendre en fait un peu plus sur quels sont les rouages qui font que je peux optimiser entre guillemets, sur la base de 100 utilisateurs qui arrivent sur le site, comment je peux faire en sorte de passer de peut-être 10% de conversion ou 5% de conversion à 10%. Et tout ça, c'est la compréhension finalement de la cible, de l'audience. Qu'est-ce qui fait qu'elle comprend rapidement l'information? Comment est-ce que je peux optimiser tout ça? Donc finalement, les neurosciences, ce n'est qu'un moyen de parvenir à soutenir la finalité qui sont les clics et les différents KPI que vous avez. Mais tous ces KPI que vous suivez, c'est avant tout la finalité. Comment améliorer la finalité si on ne comprend pas les tenants aboutissants?
toute la question est là. Et en effet, les neurosciences, c'est une corde, je pourrais dire nouvelle, un petit peu à votre arc potentiellement. Donc, il y a déjà les web analytics, les études classiques en termes d'expérience utilisateur. Et là, en fait, on apporte une nouvelle dimension qui a quand même une particularité intéressante, qui est très pragmatique et qui s'aligne parfaitement dans la notion de data-driven du digital. Donc, c'est là aussi, il y a pas mal de vertus dans le monde du digital, en tout cas. Justement, là, pour faire écho à ça, je me demandais s'il y avait des corrélations qui avaient été établies entre justement des données analytiques, on va dire, classiques, et mis en lumière avec justement cette méthode qui fait appel aux neurosciences. Et si, par exemple, des fois, il y a eu peut-être des surprises ou des choses qui ont émergé, qui ont eu des enseignements voilà, presque inattendus, je ne sais pas. Il y a pas mal de cas de figure. Le premier point qui me vient à l'esprit là, par rapport à cette question, c'est notamment la corrélation. Il y a des études qui ont été faites sur la corrélation entre le mouvement de la souris et le regard humain. Pour le contexte, le regard fonctionne par saccade. Une saccade, c'est 250 millisecondes. C'est hyper rapide. Donc la souris, même si on essayait de suivre le regard avec la souris, déjà on n'y arriverait pas. Et en fait, il se trouve qu'il y a à peu près, il y a un peu moins de 50% de corrélation entre là où le regard se porte et le mouvement de la souris. Donc ça, c'est un enseignement aussi intéressant où, oui, il y a de l'intérêt à analyser les click maps, comme on dit, les heat maps liés au clic. Mais il faut bien garder à l'esprit que voilà, le regard est beaucoup plus performant. Et encore une fois, il y a aussi une question de cible quand on parle de mouvement de la souris, parce qu'une personne âgée ou une personne qui est sur un texte petit va avoir tendance à surligner en fait le texte avec sa souris. Ça, c'est un mécanisme qu'on observe plus souvent sur la population senior, plus que les moins seniors. Après, ça peut m'arriver aussi. Je pense que voilà, ça peut tous nous arriver de temps en temps. Moi, je ne fais pas ça. Non. Et donc, ça, c'est un mécanisme où, en effet, il y a des comportements qui, selon aussi les cibles, vont être plus ou moins marqués. En tout cas, voilà, il y a des statistiques qui, oui, en effet, permettent de montrer l'impact. C'est surtout dans les résultats en fait des changements qu'on voit le tout et où il y a des études de cas qui existent. Après, ça dépend des outils qu'on a utilisés, etc. J'en ai pour Via Retina. D'autres sociétés qui travaillent sur ces dimensions-là en ont aussi. Mais en effet, dès lors qu'on est capable d'adresser finalement dans un temps plus court pour porter le message à l'essentiel, oui, il y a des effets positifs. Selon les cas de figure et les modifications, il y a des changements qui sont plus ou moins, on va dire, visibles et concrets, en effet. Là, je n'ai pas un exemple, en tout cas, à partager. On a une question sur les formations, mais je vais laisser Mathieu y répondre après. J'ai une question sur l'UX et le SEO. Alors, je ne sais pas si effectivement c'est pertinent sur les landing pages, mais comment concilier UX et SEO? Question de Éléonore. Alors ça, j'adore cette question et on parle de SXO, d'ailleurs, maintenant de plus en plus. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Google, avant tout, qui est en train de faire venir l'UX dans le SEO. C'est que la seule finalité de Google, c'est d'apporter des bonnes expériences auprès de ses utilisateurs. Et le meilleur moyen pour Google de s'en assurer, c'est d'aller vérifier que l'expérience utilisateur est favorable. C'est pour ça que depuis, il y a en effet Google qui a lancé Lighthouse, PageSpeed, enfin tous ces outils-là qui permettent de s'assurer de la vitesse, du respect de l'accessibilité de différents aspects. Donc en fait, aujourd'hui, ça devient de plus en plus déterminant. On peut approcher la problématique par le biais de la recherche, mais en fait, dès le départ, en fait, la problématique de proposer une bonne expérience, elle devrait être au cœur de l'activité de tout le monde. Et en fait, en travaillant ça, indirectement, les vertus sont de plus en plus sur le SEO. Oui. Donc, les deux, en fait, les deux univers communiquent. Et vu comme Google est challengé en ce moment avec l'arrivée de ChatGPT, etc., ça va clairement pas diminuer cette pression sur le fait de générer des contenus qui proposent des bonnes expériences. Mais voilà, on parle de SXO et oui, en fait, l'un répond à l'autre. Quand on améliore le temps de chargement de sa page, déjà, on améliore son référencement indirectement. Quand on améliore l'accessibilité, puisqu'à travers toutes ces études, il y a souvent l'accessibilité qui est améliorée, on améliore aussi potentiellement le SEO. Et on va dire, cette partie qui concerne l'UX, en tout cas, est grandissante du côté de Google notamment. Donc, les deux mondes communiquent et c'est beaucoup moins hermétique qu'avant, en tout cas. Ok. J'ai quand même une dernière question à titre perso, puis après on passera juste aux mots sur les formations. Juste par rapport est-ce que c'est une légende urbaine le fait qu'une photo avec une personne qui nous regarde et qui sourit et qui plus est serait attractive
esthétiquement parlant. Est-ce que ça a vraiment influé positivement sur la conversion ou est-ce que c'est une mauvaise méthode, une mauvaise technique? Clairement, ça va agir déjà sur le fait on va l'observer. S'il y a une émotion qui est dégagée, on va tendance à avoir, ça va clairement, ça peut influencer notre façon de percevoir le contenu. Si on arrive sur une page et une personne tire la tronche, entre guillemets, en fait, ça va aussi agir négativement. Alors, autant le sourire, il est quand même assez classique de voir plutôt un visage souriant qu'un autre. Donc, est-ce que ça a un effet positif? Dans certains cas, ça peut accentuer l'émotion qu'on veut générer chez l'utilisateur. Mais et en fait, c'est surtout le choix de l'image et de la mimique, entre guillemets, doit être aligné. Si on veut générer la surprise, on peut aussi avoir une expression faciale qui va aller dans ce sens-là. Et grâce à ça, en fait, on va tout de suite identifier, regarder cette personne. Voilà, ça va être... Et en fait, ça va permettre, en fait, exactement, et ça va permettre de soutenir une émotion. Et attention, l'aspect émotionnel est extrêmement important. Je crois qu'il y a plus de 90% de décisions qu'on prend qui sont liées à nos émotions, essentiellement d'ailleurs. On reste des animaux émotionnels, entre guillemets. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc ça, sur ce point-là, oui, le sourire est plutôt positif et ça va plutôt rassurer la personne, la mettre en confiance et donc ça va générer une émotion positive. Mais tout l'enjeu, il est surtout de s'assurer qu'il y a un lien avec le message qu'on souhaite porter. Allez, une dernière question, et après on passe à Mathieu. Quelle est l'importance des écrans mobiles sur l'étude d'eye tracking et d'UX? Alors, elle est fondamentale selon moi parce que justement, alors historiquement, il y avait plus les études qui étaient toujours faites sur le desktop, donc sur la version ordinateur. Mais quand vous regardez vos statistiques, Google va répondre pour vous quelle est la part de mobile, vous allez être à 60. J'ai échangé avec des Burger King où ils sont à 80-90%. C'est juste incroyable. Donc, déjà, on va dire, de par la représentativité, c'est indispensable de ne pas l'oublier. Et n'oublions pas qu'avec le responsive design, le fait que l'écran ne soit pas le même, le design est différent. Donc, en fait, on a bien deux expériences différentes. C'est pas parce qu'on a une seule page qu'on a une seule et même expérience. Non. Quand on va arriver sur la version ordinateur, on va avoir une expérience. On va découvrir les contenus d'une certaine manière. Sur mobile, ce sera une autre expérience. Avec des contraintes beaucoup plus fortes, parce qu'on a une dimension qui est beaucoup plus petite. Et ça, c'est un enjeu qui est très important. Et c'est pour ça que j'analyse toujours, en tout cas, les deux versions distinctement, parce qu'il y a à la fois l'enjeu d'être bon sur chacune d'entre elles, et également l'enjeu d'apporter une cohérence entre les deux expériences. Il est assez fréquent que j'observe justement que le grand titre qui est tout de suite observé sur la version ordinateur, il passe à côté sur la version mobile parce que le redimensionnement de certains éléments font que l'attention se porte plus sur une partie plutôt qu'une autre. Et en fait, on ne communique pas la même chose au final. Et donc, il y a cet enjeu d'homogénéité quand on cherche à créer une expérience ou à faire passer un message. Ces données-là, toutes les données et ces technologies peuvent aussi appuyer justement le fait de bien aligner son contenu avec sa stratégie de communication. J'espère que j'y réponds. Super. À la question. Génial, merci beaucoup Gabriel. On a eu beaucoup de questions, c'est super. Mathieu, donc dernière question, qu'est-ce qu'il y a dans la formation de Gabriel? Combien ça coûte? Oui, donc on a eu cette question-là, on est heureux qu'on nous la pose parce qu'en effet, c'est une formation qui est proposée par Wex Academy avec Gabriel. Et donc, alors, hop, si je change de slide simplement. Voilà, vous avez les informations. Donc, c'est une formation qui est proposée sur une journée. Une journée, alors ça peut être en présentiel. Le plus simple, ça peut être aussi à distance pour justement, en une journée, découvrir la méthode et voir comment vous pouvez l'actionner dans votre structure, dans votre organisation. C'est une formation qui est pensée pour des professionnels du digital et on pense bien notamment à tous ceux qui sont dans le e-marketing mais aussi tous les products qui vont aussi avoir besoin de s'assurer d'avoir des écrans performants en fonction de leurs objectifs. Voilà. Et donc actuellement, on propose, vu que c'est les fêtes, une remise donc de 25%, mais ça c'est voilà, c'est pas forcément simple de s'engager, mais on peut déjà commencer à en discuter, voir comment c'est possible. Et d'ailleurs, il y a une prise en charge qui est possible selon votre structure, puisque nous sommes un organisme
qui est certifié Calliope, donc il y a des financements possibles. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres concernant la formation. Olivier vient de vous partager le lien vers la présentation de la formation où vous voyez le détail du programme et voilà, toutes les informations pratiques. Et pour nous contacter, vous pouvez le faire directement via LinkedIn sur notre compte Wex Academy ou notre compte X, ou alors sur le site, vous avez un formulaire de contact. Mettez-y ce que vous cherchez et puis on vous répondra rapidement. Et vous pouvez même prendre rendez-vous avec nous si vous voulez en ligne. Voilà, c'était une petite précision par rapport à ce que tu disais, Mathieu. Oui, et puis Olivier, on va pouvoir parler aussi d'autres choses, enfin d'une autre proposition de Wex Academy qui est tout à fait en lien, puisque on a aussi un espace Discord. Complètement. Voilà. On a ouvert un espace Discord où vous pouvez en fait suivre directement les tips et les trainings que Wex Academy publie. Donc, c'est des tips sur l'UX, évidemment. Le monsieur que vous voyez là, c'est le coach. C'est aussi un personnage virtuel mais réel, c'est des vrais humains qui sont derrière, qui peuvent répondre à toutes vos questions sur l'UX et même vous aider si vous avez un problème sur un projet, pourquoi pas. Et puis échanger également entre vous sur ces thématiques et d'autres thématiques de formation qu'on est en train de rajouter, bien sûr, à la Wex Academy. N'hésitez pas à aller sur d'autres sites pour découvrir aussi toutes nos autres formations en IA, en accessibilité, et j'en oublie peut-être, bientôt en développement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y aura sûrement quelque chose qui vous satisfera et on vous attend nombreux pour suivre des formations avec nous. Alors Mathieu, on n'a plus ton micro, je crois. Oui, j'avais coupé pour ne pas faire créer une gêne, excusez-moi. À ce moment-là, moi, je voulais vraiment remercier Gabriel pour cette présentation très riche. Ça donne vraiment envie et on voit bien l'intérêt de cette approche complémentaire aux outils déjà que certainement les participants connaissaient. On avait des gens qui étaient bien affûtés sur le sujet, donc c'était vraiment super de pouvoir échanger ensemble là-dessus avec vos questions. On vous remercie tous. Toutes et toutes d'y avoir participé. Puis on espère vous retrouver nombreux sur un prochain webinaire. On va faire un webinaire en janvier. J'ai plus trop la date en tête. On vous la communiquera. Elle n'est pas fixée, mais c'est fin janvier. Ce sera sur l'UX Writing. Ouais, sur l'UX Writing, exactement. Voilà, une autre approche. On parlait de la copie tout à l'heure avec Gabriel. Donc, une fois qu'on aura travaillé sur les 50 premières millisecondes, on pourra passer aux suivantes avec la copie. Exactement. Ça va être parfait. Bon, eh bien, on vous remercie. On vous souhaite à tous une très bonne journée et de belles fêtes de fin d'année. Merci à tous. Bonne fête. Bonne journée, bonne fête. Au revoir.